10 ans, depuis 10 ans, la librairie Lamartine crée des rencontres uniques entre auteurs et lecteurs. En 10 ans, nous avons eu le plaisir d'accueillir Pierre Assouline, Dominique Bonnat, Philippe Labro, Michel Fitoussi, Anne Goscinny, Jean-Christophe Ruffin et tant d'autres. Ces confidences, ces dialogues passionnants, ces moments intimes et privilégiés sont d'abord réservés à ceux présents. Pour les partager au plus grand nombre, j'ai décidé de créer ce podcast. Bonjour, je suis Jérôme Elmalek, le dirigeant de la librairie Lamartine. Bienvenue dans les rencontres Lamartine. Pour suivre notre actualité, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter en vous rendant sur notre site www.lamartine.fr et suivre notre page Instagram librairie_Lamartine. Bonsoir, bienvenue à la librairie Lamartine. Alors forcément, avant toute chose, belle et heureuse année 2026 à tout le monde, à ceux qu'on n'a pas encore eu la chance de voir. Plein de bonnes choses, la joie, du bonheur, des bons livres, ça peut beaucoup aider. Et on recommence les rencontres cette année sous le signe des retrouvailles. Les signes de retrouvailles parce que Nicolas nous avait fait la joie de venir présenter son précédent livre, Valse russe, il y a maintenant 2 ans et demi. Alors on se disait, moi j'avais l'impression que c'était l'année dernière en fait. C'est affreux ce temps qui passe, il y a 2 ans et demi et on avait passé une soirée formidable autour de ce livre. Il vient aujourd'hui nous parler de L'Art du Ricochet qu'il vient de sortir aux merveilleuses éditions Jean-Claude Lattès, et qui est, on peut le dire, est-ce que c'est une suite, alors pas au sens tome 1, tome 2, etc., mais c'est une prolongation de ce que tu vas entamer avec la Valse russe. Oui, je pense exactement que c'est ça, c'est sans avoir décidé d'ailleurs. Ça s'est fait comme... c'est assez normal, quand on est dans un sillon, on le creuse. Voilà, j'ai creusé mon sillon. Et ça fait pas une phase B, mais un autre chapitre. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas Nicolas, il est écrivain, c'est ton 6e. Oui. Écrivain, il est journaliste, grand reporter et reporter de guerre. Ce qui était au cœur de Valse russe, puisque Valse russe, on partait en Ukraine au moment de l'invasion, tu y étais au moment où l'invasion s'est déclenchée, et de là, tu allais remonter et sur sur l'invasion et sur tes rapports, notamment familiaux, à la Russie, en fait, et cette fascination qui était bouleversée par cette arrivée de la guerre en Europe. Aujourd'hui, on va prendre la direction de la Moldavie. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 livres ? En fait, c'est quelque chose d'assez évident qu'on pose souvent quand on reçoit un auteur plusieurs fois. Mais bon, j'ai fait une résidence à Florence, j'ai été, je me suis ressourcé, voilà. Là, on sait que tu étais sur le front en Ukraine. 2 ans et demi plus tard, on sait que la situation est loin de s'être améliorée. Donc, qu'est-ce que tu as fait depuis Valse russe, qui a eu une longue carrière ? Le livre a très bien fonctionné en grand format. Il a été finaliste du livre de poche, du prix livre de poche qu'on avait organisé ici. Et c'est un livre qui a effectivement beaucoup marqué. J'ai continué mon boulot, c'est-à-dire me rendre dans des endroits peu fréquentables et essayer d'en tirer quelque chose pour plus tard. Toujours cette idée d'être journaliste et à la fois écrivain dans chaque journée qui se passe. Petite anecdote, là, je suis allé en Ukraine en décembre et mon papa va pas très bien. Et mon fixeur, avec qui j'ai tissé des liens très forts, était en train de conduire. On allait vers le Donbass et j'arrive à avoir mon père parce que c'est son anniversaire. Et c'est très difficile le téléphone, il a du mal à parler au téléphone. Et mon fixeur entend la conversation et ça qui dure avec mon père, en général ça dure quand il est en forme 1 minute 30, donc là 45 secondes. Je raccroche, petit silence et Sergueï qui est au volant me dit « Ah Nicolas, j'ai envie de pleurer, j'ai entendu ton père et je ressens tellement la difficulté que vous êtes en train de traverser ta famille. » Et là, moi, je suis en reportage de guerre et j'ai mon fixeur qui comprend mieux que quiconque en 30 secondes. Et c'est un instant, je me dis, il sera jamais dans aucun article, mais il sera peut-être quelque part dans un livre un jour. Cette sensibilité, cette capacité à capter par empathie les problèmes des autres. Voilà, Sergueï, c'est un mec comme ça, qui vit en Ukraine, qui joue sa vie tous les jours, qui rencontre des graves problèmes aujourd'hui. Je vais pas m'étendre, mais voilà, c'est ce genre de type qu'on rencontre dans les zones de guerre et qu'on peut pas mettre dans nos papiers et que j'essaie de mettre dans ces livres. Pour en revenir à L'Art du Ricochet, dans tous ces reportages, y en a un qui s'est vraiment très mal passé, mais vraiment galère sur galère, comme quand vos vacances se passent très mal dès la première heure. Vous sentez tout va mal se passer.
Et à tel point que moi, on part en Ukraine en passant par la Moldavie et le sac avec les gilets pare-balles n'arrive pas parce qu'il est resté à Munich ou à Francfort, je sais plus. Du coup, sur la recommandation de notre chauffeuse, qui est une Ukrainienne réfugiée en Moldavie, si on allait visiter le zoo de Kizio, puisqu'on a 4 heures à tuer avant le prochain vol, donc nous voilà à regarder des suricates. On se dit, attends, je suis en reportage, je suis en train de regarder dans un musée. Ma photographe de guerre, Véronique de Vigry, grande photographe en train de prendre en photo des chameaux en Moldavie. La Moldavie, qui est un pays qui ne sait pas pourquoi elle existe. La première occurrence des Moldaves sur Google, c'est pourquoi la Moldavie existe. Donc, imaginez-vous en France en train de dire pourquoi la France existe. Les Moldaves ont un vrai problème d'identité et qu'on ressent à travers un peu tous. Ils sont paumés, perdus. Et évidemment, ce reportage se termine très mal, puisque je suis arrêté à la frontière au retour, à la frontière moldave, par 2 gros bras bodybuildés, la quarantaine, en civil, qui me mettent dans une bagnole de flic, les menottent et qui m'emmènent à Chisinau, à 2 heures de route de la frontière, où j'ai attendu déjà pendant 2 heures, sans savoir ce qu'on me reprochait. Et pendant 4, 5, 6 heures, vous êtes arrêté, on vous regarde comme un baril de matière contaminée, et vous ne savez pas ce que vous avez fait. Mais vous avez dû déconner quelque part, mais vous ne savez pas exactement. Et vous connaissez les histoires de ces Français qui sont retenus en prison pour des monnaies d'échange géopolitiques et tout ça. Et évidemment, vous êtes parano. Et vous dites, je vais quand même pas passer 3 mois dans une geôle moldave. Bon, voilà. Et tout ça, c'était une succession. J'avais perdu mon téléphone portable dans une rivière avec tous mes contacts, toutes mes photos, pas de sauvegarde. Pourquoi ? Parce que j'avais trop bu après avoir volé un pédalo. Pourquoi ? Parce que tout ça sur la zone de front quand même de Soumy. Parce qu'on était allé en Russie occupée, et là j'allais couper à jamais ma possibilité de retourner parce qu'on est poursuivi, même si c'est la guerre. Et mes chefs étaient pas très contents parce que j'avais pas vraiment demandé l'autorisation officielle, mais j'avais pas eu le temps. Enfin bref, c'était technique, donc je m'étais engueulé. Fallait que je revienne me faire convoquer. J'avais perdu mon portage, je me fais arrêter. Là, je me suis dit waouh. Ça commence à devenir lourd, mais vraiment c'est lourd. Hein. Quand je suis rentré, ma chérie, qui est ici, Colline, m'a dit, tu sais, on va regarder Grey's Anatomy. Tu connais cette série ? et tout va bien dans Grey's Anatomy. Les gens ont un cancer du cerveau le matin, le soir ils sont guéris. C'est super. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, j'ai découvert tardivement Grey's Anatomy. Et ça fait, quand vous allez mal, regardez cette série. Il se passe rien. Les docteurs sont bien coiffés. Même les malades sont beaux. Et voilà. Donc merci Colline. Et quand même, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce fatras là ? Parce que c'est pas possible. On m'envoie, Dieu ou quelque chose m'envoie un signe, quoi. Et je commence à me dire, bon, ça fait une très belle histoire, mais c'est une histoire de reporter de guerre. C'est-à-dire, moi qui suis reporter de guerre, je pense un peu chiante. Voilà. Je préfère regarder MASH qu'un film de guerre purement guerre. C'est mieux d'avoir ce petit regard décalé. Et en parlant avec Colline, en parlant avec Véronique, je savais qu'il y avait aussi cette idée de raconter cette faculté que je croyais à ce moment-là être très personnelle, parce que vraiment, par manque d'humilité, de rebondir. Moi je rebondis. À chaque fois qu'il m'arrive une merde, je rebondis. Bon là, je rebondissais assez peu en Moldavie, mais là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui sont arrivées à mes proches, des maladies, des choses très graves, des accidents, et je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde rebondissait. C'était assez surprenant, mais en fait quand on réfléchit, alors on rebondit jamais la dernière fois, mais ça c'est l'essence de l'existence, mais avant de couler définitivement, ce qui est notre destin à tous, on rebondit quoi, on rebondit et on en prend plein la tête, tous, autant qu'on est. Les existences font jamais des poney clubs, hein. C'est compliqué. Et je me suis dit, mais c'est marrant cette espèce de chose qu'il faudrait raconter, cette capacité qu'on a, je sais pas si elle vient c'est darwinienne, de continuer, quoi qu'il arrive. Et ces 2 idées, cette espèce de catastrophe, de reportage catastrophique, et cette envie de raconter l'envie du rebond m'a donné envie d'aller égrener un peu la collection de mes plus belles emmerdes, de mes plus beaux fails, comme disaient les jeunes, de mes plus grands renoncements. Voilà. Et donc le premier, c'est excusez-moi le vocabulaire, mais cette connasse de Mathilde, qui en maternelle 2e année ne m'a jamais adressé un regard, alors que moi j'étais éperdument amoureux.
Et elle avait Dieu que pour Gilles, qui jouait avec un ballon, qui poursuivait un ballon, alors que moi j'étais avec mes cheveux longs et mes boucles. Et voilà, il y a eu ça. Il y a eu alors le bateau pirate, le fameux bateau pirate dont je rêvais évidemment de la couverture. J'en ai rêvé, je pense, à partir de l'âge de 4 ans. Et j'ai attendu 7 Noëls ou 8 Noëls avant que mes parents se décident, daignent m'offrir c'est-à-dire beaucoup trop tard, en fait. Moi, j'étais passé à Dépêche Mode, Cure et les filles, quoi. J'essayais de m'habiller tout seul, voilà, avec des jeans, voilà. Et là, d'un coup, le bateau pirate. Il y a rarement des choses plus tragiques qu'un jouet qui arrive trop tard. C'est vraiment. On l'a moins à l'âge adulte. Quand vous désirez une voiture, un appartement, vous finissez par l'avoir, vous êtes quand même content. Là, un jouet, il y a eu un changement quand même dans l'âge. Je sais pas. Ou alors un hula hoop, on vous l'offre à 90 ans, vous voyez, mais. Voilà. Donc ça, c'était encore un renoncement. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu le football. Moi, je suis de la date de naissance de Zidane. Enfin, je suis la même année que Zidane. Et ben, on n'a pas à peu près eu les mêmes carrières. Et la première fois que je suis allé dans un club de foot, parce que avant j'habitais à Paris, pas loin d'ici d'ailleurs, rue de Longchamp. Et on était en banlieue parisienne. Donc là, il y avait beaucoup d'espace, et j'étais persuadé évidemment que j'allais faire une carrière. Et mes parents m'avaient acheté les protèges tibias, les chaussures, les trompons, et j'étais arrivé pour la sélection. Alors moi, je disais, la sélection quoi? Il y a une sélection, oui, parce qu'il y avait une centaine de gamins pour 2 équipes, les meilleurs et l'équipe bis. Et j'ai jamais été sélectionné, évidemment, donc ça a été encore un renoncement, même pas à l'équipe 2. Voilà. Et mon père, avec qui je jouais, m'avait jamais dit que j'étais nul. Donc je l'ai découvert à cet instant-là. Mais je pense que vous avez tous expérimenté ces trucs où vous espérez être fort. Et en fait, vous l'êtes pas. Et c'est même pas que vous êtes moyen, vous êtes médiocre. Hein. Il n'y a aucune chance que ça s'améliore. Et petit à petit, au fil du livre, on fait des allers-retours entre ces renoncements lilliputiens de l'enfance, puis de l'adolescence, avec ce qui se passe, donc les catastrophes qui s'accumulent pendant mon reportage en Ukraine, qui sont, faut bien le dire, souvent burlesques, parce que la guerre est souvent burlesque, parce qu'on l'imagine tellement sérieuse que on est toujours étonné, mais les choses sont souvent très drôles. Enfin, même dans les pires moments, il y a des choses qui vous font mourir de rire. Et peu à peu, on arrive dans les plus grandes tragédies. Moi, j'ai perdu un ami à 18 ans dans un accident de voiture. Jean-Christophe peut en témoigner, un ami d'enfance, qui nous a marqué, comme vous tous, j'imagine, vous avez vécu ces tragédies qui vous aspirent et qui vous recrachent parfois 2, 3, 4 ans après, quoi. Il faut du temps pour s'en remettre. Il y a eu aussi, alors je parle devant ma maman, cette fois où vous rentrez chez vous, vous avez 20 ans, vous avez enfin digéré l'horrible tragédie de Thomas, vous pensez manger un steak frites avec votre mère et en fait vous apprenez que vous avez un frère qui a 4 ans. Et donc ces choses-là, j'ai eu la chance de pas contracter de maladie encore, mais j'ai des proches qui ont des maladies et j'ai vu comment tous rebondissent en fait. Ils rebondissent le plus loin possible. Et je voulais raconter non pas un livre de guerre un peu triste, un peu tragique, mais un truc assez drôle en fait. Parce que derrière tout ça, je trouve que là on vit un début d'année en fanfare. Moi j'étais à Crans-Montana pour Paris Match. Je sais que c'est terrible à dire, hein, mais je sais que ces jeunes vont rebondir. À un moment, ils vont rebondir. Pour l'instant, ils vont peut-être passer 10 ans avant de pouvoir faire le prochain rebond. Mais ce qui leur arrive est terrible. Moi, j'ai une jeune fille de 16 ans qui m'a dit, et j'ai une fille de 18 ans que je vois se maquiller tous les matins et faire son petit bigoudi le matin. Et cette petite fille de 16 ans m'a dit, mais mes copines qui sont brûlées dans le coma, intubées, elles étaient belles, elles passaient leur temps à essayer de se faire belles, à se maquiller, et maintenant, elles sont défigurées. Comment elles vont faire? Et quand on entend ça, on se dit, parfois on rebondit pas, en fait. Parfois on rebondit pas. Mais les enfants, je pense qu'ils rebondiront, ouais. Je pense qu'ils rebondiront. Parce qu'on a ça en nous. Et c'est ça que je voulais raconter dans l'art du ricochet. Donc un truc assez drôle. J'espère plus profond qu'il en a l'air. Et que je portais en moi depuis longtemps. Voilà. Et que je croyais avoir un héritage particulier grâce à ma maman chérie et à mon père aussi, qui sont 2 inconscients pathologiques, qui nous ont éduqués sans aucune méthode.
mais avec une espèce de don de confiance en fait, confiance, d'amour de la vie, qui vous aide beaucoup évidemment à rebondir plus facilement qu'avec des parents alcooliques, dépressifs et voilà. Mais je pense qu'en fait on l'a tous, on l'a tous en nous. Mais peut-être qu'on l'oublie, peut-être qu'on n'y pense pas, voilà. Mais regardez autour de vous, hein, c'est assez frappant. C'est assez frappant comme les gens sont courageux. Alors là, je sens que je parle beaucoup. Alors, merci Nicolas, bonne soirée à tous. Voilà, alors mais alors, ce qui est important, c'est que vous avez, je trouve, avec ce que tu viens de dire, on a vraiment le cadre du livre. On a le ton aussi. Parce que c'est difficile à expliquer. Comment expliquer que ça peut être extrêmement émouvant. Il y a des scènes affreuses. Ça peut être extrêmement drôle. Et que tout ça se tienne sans qu'on se dise, tiens, cette partie-là, non, c'est pas... Surtout, il y a... Et la manière dont tu viens de raconter, effectivement, une esquisse du livre, donne bien, effectivement, l'éclat de ce truc, parce qu'on est quand même une grosse partie du livre en Ukraine, c'est la guerre, hein, on se marre pas, et c'est vrai qu'à côté de ça, comment tu as travaillé, justement, cet aspect? Alors, entre ce personnel d'hier, on parle de Mathilde par exemple, mais l'équilibre entre les scènes de guerre qui sont de facto obligatoirement fixées avec un tragique comique parfois effectivement, mais la scène elle-même cause en fait. Et comment tu as fait pour équilibrer avec tes souvenirs, comme l'histoire du bateau par exemple, et alors que tu racontes juste après l'histoire de ce chirurgien sur le front qui fait des choses incroyables avec rien, sur des types qui sont dans des états affreux? Bah, ça s'est fait assez naturellement en fait. Il n'y a pas eu énormément de travail, de finition pour faire rentrer chaque pièce l'une dans l'autre. Et c'est pour ça, je pense que c'est là en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. C'est par exemple Valse russe, j'ai mis bien 12 mois de gestation pour rien en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 12 mois, je n'avais rien. Rien, vraiment rien, même pas un début de commencement de fœtus. J'ai tout jeté, j'ai dit à Véronique qu'il n'y aura pas de livre, alors que j'avais déjà la moitié des avaloirs. J'étais un peu mal quand même. Et qu'on était en janvier, donc il fallait que je rende en février en fait. Et là, en parlant avec elle, j'ai trouvé ce qui manquait. On va revenir sur Valse russe, mais du coup j'ai écrit ce livre très 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 vite. Et avec l'art du ricochet, je savais d'emblée où j'allais en fait. Et je savais comment ça allait se rebondir. Et du coup, moi, quand je suis dans quand c'est automatique, c'est que c'est bon en fait. Il y a plus de... C'est un peu, je sais plus quel écrivain disait, grand écrivain, hein, on parle du 19 ou du 18e siècle, disait si une phrase vous résiste, lâchez-la. En fait, quand vous essayez d'écrire quelque chose, vous n'arrivez pas, vous reprenez, bah, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour exister cette phrase. Reprenons-en une autre, quoi. Bah, je pense pour moi c'est comme ça. Soit ça sort, soit ça s'ouvre, soit ça sort pas et ça n'existera pas. Et du coup, ouais, il y a pas de, quels sont les trucs qui m'ont vraiment fait du mal? Quels sont les plus grands renoncements? Paf, 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 paf. Le reportage, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Alors évidemment, c'est un roman, c'est-à-dire que tout s'est pas exactement passé. Il y a des reportages précédents qui sont glissés dans le même reportage pour, voilà, il y a des choses qui sont reconstruites. Tout est vrai à 100%, mais pas complètement comme ça. Bon, mais ça, c'est, mais bon, on sort de l'ambiguïté qui a ses propres dépens. Mais oui, dans tout est, il n'y a pas d'invention. Alors, il y a une chose que j'ai conscience de ne pas avoir répondu correctement à la question. Ouais, mais c'est intéressant quand même. Alors, une chose que l'art du ricochet partage avec la valse russe, c'est la structure. Ouais. Parce qu'en fait, dans la valse russe, comme dans le titre l'indique, on parle d'une valse, donc on parle d'un récit à 3 temps. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que on a la Moldavie, alors bon, effectivement pas une super pub pour le pays, on peut pas dire, hein, il y a les quelques pages moldaves, pour être hyper honnête, il y a 4 rues, vraiment, au centre qui sont très très belles. Voilà, mais c'est 4 rues. Donc on commence là, on commence au moment où on est à la frontière avec toi et où tu te fais arrêter, et de là on va aller de l'avant sur, bon sang, mais qu'est-ce qui va se passer ? On revient en arrière, en parallèle, sur comment on en est arrivé là. Et c'est là où tu insères, effectivement, les différentes parties, les différents renoncements du texte. Et donc, on retrouve ce 3 temps, en fait. En fait, je dirais que ce livre, c'est un peu un parfum d'herbe coupée, mon tout premier livre, qui aurait un peu fricoté avec Valse russe dans une cave en Moldavie. Et un peu en Ukraine aussi. Et du coup, voilà, il y a ces deux aspects
qui s'entrelacent en permanence. Et je pense, où le lecteur, je pense, doit se retrouver, c'est-à-dire les emmerdes personnelles qu'on a tous, et où il doit se perdre, c'est-à-dire en Ukraine où je l'emmène, où lui il ira pas. Et voilà, du coup pour moi ça crée cet équilibre entre, je crois que c'est Eco qui disait, il y a des livres pour se perdre, des livres pour se trouver. Moi j'écris des livres pour se perdre, d'autres des livres pour se trouver. Je pense que ce livre il est un peu des deux en fait. Tu découvres, t'es un peu, mais qu'est-ce que c'est que ce chaos là-bas? Et puis, mais oui, ça je l'ai vécu, ça je connais, c'était pas pareil, mais j'ai connu ce renoncement-là. Oui, parce qu'il y a un socle, les renoncements sont fixés. Bon, par exemple, le bateau Playmobil, j'ai connu. Mais en fait, vous avez comme ça ponctué sur le texte quelque chose d'assez universel sur l'art de grandir, en fait. Et effectivement, comme tu dis, c'était pas un poney club. Donc là, et en parallèle, il y a l'extraordinaire au sens premier, avec ces scènes de guerre où Dieu qu'on espère ne jamais vivre en direct par rapport à ça. Mais alors, je voulais revenir, parce que tu parles d'échec, tu parles de renoncement, mais en fait, effectivement, l'art du ricochet se fait par rapport au renoncement. Là, tu as évoqué des échecs, mais c'est pas exactement ça. Puisqu'il y a l'échec, mais le renoncement, pour toi, c'est quoi, en fait? Justement, qu'est-ce qui fait que tu choisis ces moments, qui sont effectivement des moments pas toujours glorieux, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a quelque chose d'insidieux c'est pas seulement se confronter et perdre, c'est renoncer. Oui, renoncer. Le plus grand renoncement que je raconte dès le début du livre, c'est le renoncement à la jeunesse, le renoncement à l'immortalité, à ce corps immobile entre 18 et 31 ans et demi, et qui commence peu à peu et accepter qu'il va falloir renoncer parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Moi, j'en suis à 3 dents perdues en 2 ans. Et 2 amis de mort naturelle. Dans chaque j'ai un copain qui m'a dit mais c'est pas vraiment des renoncements tes trucs. Dans le bateau pirate, je renonce à la perfection, à la chose qui arrive au bon moment, au moment où je l'attends. Il va falloir attendre, il va falloir patienter. Les choses viendront pas toujours au moment où tu crois qu'elles vont arriver. Et c'est un renoncement en fait à chaque fois. Mathilde, c'est un renoncement assez clair, pas besoin de l'expliquer, qui m'a vraiment marqué. Le foot, c'est un renoncement en fait mes rêves ce sont des rêves. Et avant j'avais pas compris. Je sais pas si vous avez encore ici des gens qui ont des enfants de 8, 9 ans, 10 ans. Moi j'adore les petits garçons de 10, 11 ans. Alors j'ai pas du tout d'attirance pour eux, mais je me rappelle cet âge où rien ne peut nous arrêter en fait. Moi c'était connerie sur connerie. Et c'est 400 coups, quoi. Et ils imaginent des mondes, et ils seront astronautes, ils seront Thomas Pesquet, ils seront... et ils n'ont pas encore, et ils sortiront avec la plus belle des femmes, et ils vivront dans un château, et ils tueront des dragons, et ils exploreront l'univers. Ils n'ont pas encore appris qu'en fait, non. Très probablement, ils vont être analystes financiers dans une banque... qui est un très beau métier, c'est le métier de mon mot. Donc voilà. Mais ils feront un autre métier. Ils feront pas voilà. Alors moi j'ai réussi. Je voulais être pilote de chasse. Donc mais vraiment pilote de chasse. Plus que 13 ans. Ça a duré jusqu'à 18-19 ans. Mais j'étais vraiment pas assez fort en maths. Et j'avais pas assez de volonté. Parce qu'en fait, j'ai eu, grâce à mon métier, l'occasion de rencontrer des pilotes de chasse. Et j'ai vu qu'ils avaient été beaucoup plus pugnaces que moi. Ils n'étaient pas forcément meilleurs en maths, mais ils ont tenté par la petite porte, ils ont échoué, ils ont recommencé et ils ont réussi. Ils ont fini par... Et grâce à eux, j'ai volé en Mirage 2000 et en Rafale. Et donc mon rêve d'enfant, qui était un peu le... C'était un truc, 30 ans j'ai attendu. 30 ans avec le petit Nicolas de 7 ans sur mon épaule qui me dit alors quand est-ce que tu... Et là, enfin, alors, dans le livre, il y a 2 moments. Il y a le moment où mon rêve va se réaliser. C'est-à-dire que je suis dans le cockpit, vraiment. J'ai fait la visite médicale à l'hôpital de Percy, hôpital militaire de Percy. J'ai fait la formation pour faire le siège éjectable. Je suis en combinaison. Je suis monté dans l'avion. On m'a branché mon oxygène. Je vais toucher mon rêve. Ça y est, c'est 30 ans, c'est fini. Et à cet instant, on me dit... Finalement, faut descendre parce qu'il y a votre collègue journaliste là qui a fait tomber son portable et elle est prioritaire en fait, donc elle va monter à votre place. Inutile de vous dire quel sentiment profond.
j'ai éprouvé pour cette, voilà, c'est un autre livre, pour cette jeune femme à cet instant-là. Je suis descendu, je pense que je n'avais jamais ressenti l'échec de façon aussi organique. J'avais mon copain pilote qui me regardait, je suis désolé Nicolas. Et la fille est revenue après, elle était c'est génial, tu devrais le faire. Et là je lui dis t'as un peu de vomi, là, elle avait vomi 3 fois, donc j'étais assez, voilà, elle était heureusement elle a vomi. Bon, pour la première fois j'ai fait preuve de personnalité, j'ai vraiment appelé le CIRPA, donc la communication de l'armée de l'air, et je leur ai dit vous pouvez pas me faire ça. Ça fait 30 ans que petit Nicolas il attend. Donc vous vous démerdez, vous trouvez-moi un truc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et les mecs, ils ont dit, eh ben d'accord. Et j'ai volé, j'ai fait un plus beau vol, parce que c'était un vol en patrouille avec, le 14 juillet. Là, on était libre, on était tout seul, et Kadhafi m'a fait faire tout ce que peut faire un Mirage 2000. Et là, j'avais vraiment 7 ans dans le cockpit. Et pourtant, quand je suis rentré, j'avais un drôle de goût, une drôle d'amertume étrange, parce que j'avais réalisé mon rêve en fait. Et je me suis dit, mais il fallait pas le faire en fait. Il fallait le garder comme un rêve. Et voilà, donc ça m'a plongé dans des abîmes de réflexion. Après, j'ai revolé en rafale, c'est quand même super. Mais je suis content d'être reporter. Voilà. Ce qui frappe notamment à l'entame du livre, c'est que le ton est beaucoup plus grave, en fait, parce qu'on se marre effectivement au long du truc, mais pas totalement au début. Hein. Le ton est plus grave, tu es plus grave par rapport à ça, et la situation en Ukraine, on sait ce que c'est, ça s'est pas amélioré, et donc il y a quand même une chape de plomb, t'installes une chape de plomb au départ, que tu vas plus ou moins fissurer, mais voilà, avec notamment cette fatigue que tu sembles éprouver, enfin que tu t'éprouves, et fatigue que tu vois à l'extérieur dans cette Ukraine qui n'en finit pas en fait. Mais, oui, au début je suis vraiment déprimé, rappelez-vous Grey's Anatomy. Non, je suis vraiment trêve de plaisanterie, je suis fatigué, j'ai vu des choses difficiles, je suis comme on est quand on est un peu au fond du trou. Et ce qui est étonnant, c'est que ces souvenirs plutôt négatifs, ces souvenirs d'échecs, vont devenir au fil du temps, au fil de la réflexion, des amis en fait, des copains. Thomas, mon ami qui est mort dans un accident de voiture à 18 ans, quand je pense à lui aujourd'hui, il n'y a aucune tristesse, c'est plutôt une joie. C'est la joie des retrouvailles en pensée. Et quand je pense à Mathilde aussi, en fait, quand je pense à mon enfance, quand je pense à toutes ces choses qui ont été... Alors mon enfance a été super, mais le bateau pirate, pas du tout. C'est devenu un peu une famille d'emmerde que je traîne derrière moi, comme une famille fenouillarde, bruyante, un village gaulois de chaos, de choses, et qui me redonne de l'énergie, et qui me renforce. Je sais pas si c'est il y a que moi, mais je pense que c'est pas que moi. Et du coup, de cette immense tristesse qu'est l'Ukraine et la Russie, ça permet de surnager c'est comme une bouée en fait. Ouais, faut imaginer une petite bouée d'emmerde. En fait, c'est ça le retournement. Ces choses négatives qui plombent sont en fait au fil du temps. Il faut laisser la patine du temps les rendre plus lisses, comme des galets qui ricochent justement. Des alliés, en fait, des alliés. Je pense que quelqu'un qui n'aurait que des bons souvenirs serait absolument épouvantable en soirée. Regardez vous-même, quand vous êtes en soirée, vous rencontrez des gens, c'est les emmerdes qu'on aime écouter, qu'on aime raconter, parce qu'on les dissèque ensemble, on les traverse ensemble, on les dépasse ensemble. Et souvent, les emmerdes nous permettent de ne pas être tout seul, de s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul, et que c'est à 2 ou 3, 4 ou à plusieurs qu'on arrive à les dépasser. Alors que les joies, difficile à partager en fait, les grandes joies, elles sont un peu vides. Moi, mon Mirage 2000, c'est typique. Hein. Ok, j'ai volé en Mirage 2000, vous vous en foutez tous, mais tout le monde s'en fout. C'est incroyable, il n'y a que moi qui suis content, je suis un peu dans mon égoïsme joyeux, et très vite, je me dis, alors que quand je disais, ouais, j'aurais voulu être pilote de chasse, mais j'ai raté, j'avais plein de gens pour me taper sur les épaules, non, c'est pas grave. Tu vois, enfin bon, je réfléchis en discutant avec toi, mais je pense qu'il y a des choses qu'on veut raconter dans les livres qui sont assez claires, et il y a d'autres choses qui émergent qu'on n'a pas forcément intellectualisées. Par exemple, tout ce qu'on est en train de dire, je l'ai pas forcément intellectualisé, mais c'est dans le livre, c'est sûr. Et je pense que c'est valable c'est l'acte d'écrire lui-même
qui induit et l'acte de lire. Les gens qui lisent s'emparent de choses que tu n'as pas forcément intellectualisées toi avant. Et c'est ce qui peut expliquer ce paradoxe, qui est que plus on va avancer dans les renoncements et les échecs, plus on va être confronté à des renoncements et des échecs lourds. En fait, passer de Mathilde à Thomas, bon, c'est... Voilà. Et en même temps, plus ça avance, plus la lumière est là. Ouais. En fait, c'est un des grands paradoxes du livre. Oui, c'est ça. C'est cette... comment dire ? C'est cette lumière, ce petit feu qui s'éteint jamais, qui s'éteindra un jour, mais qui supporte beaucoup mieux les tempêtes qu'on imagine, et qui est là, qui vacille. Et voilà, l'existence de ce livre, vraiment, il est né dans la boue d'Ukraine, dans une voiture de flics, sous des sirènes hurlantes, vraiment assourdissantes, agressives. Il est né de choses pas sereines, pas joyeuses. Et pourtant, je pense que c'est un livre de sérénité et de joie. Et c'est la preuve que, avec toutes ces emmerdes, on peut faire des arabesques. C'est un peu comme quand tu montes, on monte tous en haut d'une montagne, avec nos âges, là. Quand on arrive à 40 ans, 45 ans, on est au sommet, on regarde le panorama extraordinaire. Et ensuite, il va falloir choisir la manière de descendre. Et moi, je pense que je prends exemple beaucoup sur ma mère. J'essaie de faire une belle trace et de me retourner, de me dire c'est quand même joli, c'est moi qui l'ai fait. Et tu vois, et je pense que tous autant qu'on est, on essaie de faire une belle trace. Et c'est pas évident, on se casse la gueule, il y a des chutes. Mais on continue, c'est juste ça le message, on continue. Tous ensemble, on continue. Merci beaucoup. Merci à toi. Juste, je voulais dire, parce que je savais que l'actualité allait être terrible, puisqu'elle peut que être terrible. On est quand même face à une crise écologique, une crise de l'intelligence artificielle qui vient bouleverser nos vies, une crise démographique, une crise économique. Enfin, tout est en crise. Les populismes qui montent. J'avais vraiment envie de faire un livre tout qui t'aide à respirer, quoi. Voilà, tout qui te coule. J'espère. Est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Louisa ? Ça va et toi ? Très bien. Je voulais parler du renoncement aux filles. Alors, voilà. Parce que il y a, moi dans ma culture on dit mektoub. Si c'est pas arrivé, c'est que ça devait pas t'arriver et qu'il y a quelque chose de mieux qui t'arrivera plus tard. Mais c'est une philosophie. Toi, tu t'es dit, Mathilde, elle a pas voulu, donc c'est fini jusqu'à tes 12 ou 13 ans où là peut-être ça t'intéresse. 15 ans. Bon. C'est un vrai choix, ça, de dire non, bah alors non, hein, c'est pas pour moi. Là, il y a un vrai renoncement, il y a un pouvoir d'agir. Oui, alors il y avait un renoncement très timide aussi, hein, on va pas dire les choses. Je savais pas du tout comment on roulait des pelles et j'étais terrorisé. Il n'y avait pas de tuto sur Internet, il n'y avait pas Internet. Et je n'avais aucune idée de quoi faire avec ma langue et ça m'arrêtait vraiment, c'est des choses qui m'arrêtaient. Voilà. Donc mais j'ai raconté ça dans Un parfum d'herbe coupée, mon premier livre. Et du coup, oui, ça a été un renoncement, mais que j'ai bien vécu parce que voilà, j'avais les copains, voilà, jusqu'à 15 ans quand même. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les auteurs qui nous font confiance pour ces rencontres, ainsi qu'aux maisons d'édition et à l'équipe de libraires qui s'investit énormément dans ces rencontres pour en faire des moments de partage et de plaisir. Merci à la maison de chocolat d'Amiel dont le soutien a permis la création de cette série.